Bonjour. Alors, on continue avec la capsule numéro 13 sur les questions de preuve cette fois-ci. Euh, Question de preuve, on a déjà vu en fait certains principes fondamentaux. Là, je voudrais venir en fait sur l'analyse qui est généralement faite, en fait le processus qui est généralement fait lorsqu'il s'agit d'interpréter en fait un document technologique qui est présenté devant un juge. Et puis cette manière de faire a été faite de manière excessivement systématique au regard des 5 étapes que l'on trouve dans Benifti contre Cloda, donc l'arrêt que vous aviez à lire. En premier lieu, il y a les 2 étapes sur la question de l'admissibilité. Ensuite, il y a 2 questions sur la force probante. Ici, en l'occurrence, c'était un élément matériel. Et enfin, il y a des règles relativement à la contestation et notamment à certaines présomptions, notamment l'article 7 qu'on a déjà traité, qui ont été évacuées, je dirais, dans la question numéro 5. Et donc, relativement aux questions d'admissibilité, il y a 2 questions qu'il apparaît nécessaire de considérer. La première, alors j'ai pris ici l'étape numéro 2, en fait, c'est de qualifier le document et de déterminer si en fait le document est un document technologique ou non. Et effectivement, il y a des caractéristiques qui concernent uniquement le document technologique qui font que c'est une étape qui est requise, mais comme le dit selon moi excessivement bien les juges de la Cour d'appel, il y a en fait ces qualifications, donc qui correspondent à l'étape 2, consistant à déterminer en fait si c'est un document technologique ou non, en fait une qualification qui est plus théorique que pratique, et en effet telle que le juge l'expliquera plus loin, il faut considérer qu'une partie qui souhaite présenter un document technologique à titre d'élément de matériel, ici, ou de témoignage, ne sera pas dispensée de faire la preuve de son authenticité. Donc en fait, c'est pas parce qu'il faut déterminer si c'est un document technologique ou non, et notamment il peut y avoir certaines conséquences en termes de copie ou de reproduction, lien avec l'original, etc. Mais ça n'a pas pour but d'exonérer les questions de force probante, comme on le verra dans les étapes 3 et 4. Donc, la question de déterminer si c'est un document technologique n'est pas, me semble-t-il, quelque chose de fondamental. En revanche, il est fondamental, puis ça peut paraître assez idiot, mais en fait, Benisti contre Cloda est vraiment le premier arrêt qui véritablement fait cet exercice de déterminer en fait quel est le document en question. Est-ce que c'est un élément matériel? Est-ce que c'est un écrit? Est-ce que c'est un témoignage? Donc, comment faire la différence entre ces 3 formes, entre ces 3 éléments de preuve, dans la mesure, encore une fois, où à chacun de ces éléments de preuve, il y a des règles juridiques, des règles d'admissibilité et de force probante aussi qui s'appliquent à eux. Alors, traditionnellement, l'écrit est associé au papier. Puis là, je vous ai reproduit 2 exemples, mais dans la compréhension que l'on a habituellement, quand on parle d'écrit, on parle d'un support physique, et évidemment, dans l'immense majorité des cas, du papier. Claude Fabien le dit très bien, également Claude Marseille et Raphaël Lescott dans un collectif où ils évoquent la notion d'original. Eux aussi disent qu'en fait, le Code civil québécois ne définit pas la preuve par écrit. Et Claude Fabien, de manière encore plus explicite, dit clairement que le document technologique est fait d'écrit lorsqu'il accomplit les fonctions habituellement remplies par un document papier. Donc, l'association du papier est excusez-moi, l'association de l'écrit au papier est assez manifeste, comme il en est de la même chose pour les témoignages, qui est généralement associé à l'oralité. Il est associé à l'oralité, même si, notamment avec le Code civil de 91-94, écrit en 91, adopté en 94, enfin applicable en 94, on a autorisé des témoignages qui peuvent avoir une forme écrite. C'est notamment les articles 28-74 qui l'évoquent, mais c'est aussi à l'article 28-32 les références à des écrits ordinaires ou des écrits domestiques qui sont de la nature du témoignage et qui sont régis sur le plan notamment de la force probante comme des témoignages. Mais traditionnellement, le témoignage, c'est le fait de dire à l'oral, devant le juge,
ce que l'on pense d'une situation donnée, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, etc. Et l'élément matériel. L'élément matériel, c'est important de revenir sur cette notion-là parce que c'est une notion très liée aux technologiques et qui a été en fait introduite par le Code civil, qui est introduit par le Code civil en 91. En fait, suite à une décision, on y reviendra dans la capsule numéro 14, mais suite à une décision de la Cour d'appel, qui a été l'une des premières à qualifier les critères de reconnaissance de ce qu'est un élément matériel. Alors si vous voulez bien, j'aimerais faire un petit retour dans les années 80. Dans les années 80, où justement on a commencé à réfléchir, on dit mais pourquoi ne tiendrait-on pas compte des nouvelles technologies de l'époque, qui étaient notamment l'audio, le vidéo, qui permettaient des enregistrements qui ont une valeur probatoire tout à fait convaincante. À bien des égards, je préfère me fier, si jamais, comme un juge en fait préfère souvent se fier à un enregistrement audio ou vidéo qui relate des faits qui ont été enregistrés, plutôt qu'un témoignage, même judiciaire, où une personne, 1, 2, 3, 4, 5 ans plus tard, vient relater des faits qu'il a vus personnellement. Sauf qu'il les a vus souvent des mois et des années après leur survenance. Donc les éléments matériels, dans les années 80, étaient considérés comme étant des outils intéressants en termes de preuve. Tout du moins, vous aviez les pour et les contre. Alors, du côté des pour, il y avait notamment les professeurs Fabien et Patnaud qui, je ne suis pas sûr que j'ai mis des citations après, mais qui considéraient véritablement que c'était des outils dont il fallait tenir compte, dont en fait la quête de vérité était sans doute augmentée via ces outils très efficaces. Léo Ducharme, lui, et professeur Ducharme, lui aussi, était plutôt réfractaire, et notamment réfractaire par rapport au fait, c'était un des arguments, mais qu'il était difficile de classer ces éléments probatoires justement entre les écrits et les témoignages. Donc il disait on va arriver à une sorte de confusion, de ces données-là. Alors oui, j'ai une citation de Claude Fabien dans 87. La technologie moderne permet de recueillir des traces matérielles de faits passés, de les conserver et de les faire apparaître sous une forme suffisante pour convaincre ceux qu'ils ont été. Ces moyens sont la photographie, l'enregistrement sonore et l'enregistrement audiovisuel. Et donc, il y a véritablement, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, des atouts associés à cette technologie. Même chose pour Pierre Patnaud, aussi nous semble-t-il permis de croire que l'enregistrement pourra un jour être admis au même titre que les écrits sous seing privé. Alors c'est intéressant, c'est un peu ce qu'on avait dit dans le cours dans la capsule numéro 12, rappelez-vous, sur le fait de savoir est-ce qu'on est capable d'avoir des écrits sous seing privé via vidéo. Et Patnaud, déjà en 86, prétendait que c'était tout à fait possible. Patnaud aussi évoque que l'avant-projet de loi devrait s'assurer de donner aux termes écrits une interprétation telle que les vidéos et bandes sonores ainsi que le rapport d'imprimante soient considérés comme des écrits. Donc déjà, il voyait en fait que les vidéos, il fallait faire une distinction entre ce qui est un écrit et ce qui n'en est pas. Encore une fois, ce qui n'en est pas, à l'époque, les éléments matériels n'existaient pas en tant que moyen de preuve à proprement parler. Encore, c'est simplement le Code civil en 91 qui les a introduits. Royer, dans cette même tendance, qui dit si l'acte juridique est enregistré sur bande magnétique au moment même où il a été formé, dans ce cas, la preuve matérielle n'est ni un témoignage ni une déclaration extrajudiciaire, mais la constatation du contrat. Donc, dans ce cas-ci, on identifie en fait l'idée de créer quelque chose d'autre entre l'écrit et le témoignage, et l'élément matériel et cet élément-là. Puis vous avez, comme je le disais tout à l'heure, Léo Ducharme, le professeur Ducharme, qui était contre l'avènement de ce nouveau moyen de preuve, donc élément matériel, et il disait ce qu'on oublie, c'est que ces nouveaux procédés techniques ne sont que des modes de conservation de la parole et qu'ils ne peuvent en aucun cas être assimilés à l'écrit. Donc lui disait ça va créer une confusion entre écrits qui ne le sont pas, parole c'est la conservation, donc lui voyait plus ça comme des formes particulières de témoignage. Donc,
face à un document techno, euh, est-ce que c'est un écrit? Est-ce que c'est un élément matériel? Et puis j'aurais pu rajouter, en fait, est-ce que c'est un témoignage? Parce que dans certains cas aussi, le débat va se poser. Alors d'abord, et toujours conformément à ces discussions qu'on a eues dans les années 80 et après en 97 le nouveau code, c'est quoi un élément matériel? Et ça, vous avez une sorte de définition qui n'en est pas vraiment une. En fait, on identifie simplement quelles sont les fonctions de l'élément matériel. Et en fait, on dit, bah, cet élément matériel, c'est ce qui permet, c'est un document qui permet au juge de faire directement ses propres constatations. Euh, excusez-moi, il manque un. Euh, donc, qui permet au juge de faire ses propres constatations. Donc, c'est une notion qui est particulièrement floue, qui n'a pas été vraiment précisée par le fait qu'en fait, dans l'avant-projet de loi du Code civil, on est toujours dans les années 80, on évoquait donc un document qui permet de faire ses propres constatations, autre qu'un écrit. Puis en fait, ce autre, un écrit, a été par la suite biffé. Donc on voulait vraiment distinguer l'élément matériel de l'écrit lui-même. Professeur Royer, lui, dit la preuve matérielle est celle qu'un juge perçoit par ses propres sens et non par l'intermédiaire d'un témoin ou d'un document. Ça, il l'a cité en 86. Et en fait, c'est de cette définition-là, me semble-t-il, en fait, que le Code civil a défini, encore une fois, a identifié ce que je disais, les fonctions de l'élément matériel. La preuve matérielle est celle qu'un juge perçoit par ses propres sens, et non par l'intermédiaire d'un témoin ou d'un document. Comme je vous le disais tout à l'heure, dans le processus de jugement en matière de preuve, d'une part il y a la règle d'admissibilité, d'autre part il y a la force probante. Dans l'admissibilité, il faut qualifier le document. Et dans Vanda comme ça va, c'est une décision dont je vous ai déjà parlé. Il s'agissait d'un monsieur qui avait possiblement, en fait, qui a été condamné en fait à avoir extorqué de l'argent à une dame un peu vulnérable. Et les éléments qui étaient présentés en preuve, c'est notamment des courriels qui avaient été échangés. Il fallait qualifier quelle était la nature juridique, quel type d'éléments de preuve constituaient ces quatre courriers électroniques. Et le juge, sans aucune justification, pourquoi, aucune idée, va dire ce sont des éléments matériels. That's it. Aucune justification n'est présentée dans cette décision de la Cour du Québec. Donc, comme on l'a déjà vu, je crois, en fait, un document technologique, au même titre en fait qu'un document technologique peut être un écrit, un élément matériel, un témoignage ou un aveu, je pense qu'on l'a déjà vu, ben, une vidéo ou un enregistrement peut être un écrit, un élément matériel, un témoignage ou un aveu. Je peux faire un aveu via vidéo, je peux faire un témoignage par vidéo, 2814, un élément matériel peut être une vidéo, et comme je vous l'ai déjà dit, on peut avoir un écrit sous sa privé, par exemple, qui constitue une vidéo. Donc, le critère, c'est comment on est capable de distinguer ces éléments de preuve, comment concilier tout le monde face à une difficulté, encore une fois, de distinguer principalement en fait les écrits, les témoignages, les éléments matériels. Je ne parle pas des aveux qui sont une forme particulière en fait de témoignage, je ne parle pas de la présomption qu'il n'y a pas un document. Pour reprendre les 5 éléments de preuve qui sont présentés à 28.11. Donc comment on fait pour distinguer ces éléments-là, alors que traditionnellement, comme je vous le disais, l'écrit c'est le papier, le témoignage c'est l'oralité, l'élément matériel c'est une vidéo ou de l'audio ou une photo. Donc, comment on fait pour les distinguer? Toujours, comme on l'a vu en fait sur une capsule dédiée à cet élément-là, je pense que un des outils qui peut être utilisé, c'est la notion d'équivalence fonctionnelle. Alors, un écrit, à quoi ça sert? Alors, je me suis amusé à aller chercher auprès des linguistes, notamment, non pas de définition, mais les fonctions d'un écrit. Alors, un auteur très connu dans le domaine de la linguistique, Robert Escarpi, nous distinguons donc deux fonctions de base du texte, la fonction discursive, fonction discursive qui est vraiment une fonction de communication, et la fonction documentaire, en l'occurrence, c'est beaucoup la fonction
probatoire. Donc ça, c'est un premier élément que on peut utiliser. Et à certains égards, ça nous ramène un petit peu à la définition que l'on a vue de l'article 3 qui dit que c'est un info sur un support, donc il y a l'aspect très discursif, communicationnel qui est associé à ça, mais aussi on a vu qu'il y a des dispositions dans le Code civil et dans la loi cadre qui veulent tenter de prouver le contenu ou l'existence d'un document. Alors la solution que je vous propose pour distinguer ces trois éléments de preuve, l'écrit, témoignage, élément matériel, c'est en fait le rapport au temps. Un écrit, comme on a vu, sa fonction probatoire qui est souvent associée, c'est généralement pour prouver le futur. C'est qu'on veut, je fais un contrat avec l'un ou l'une d'entre vous, je vous vends mon vélo, pour prendre l'exemple que je donne en classe très régulièrement, et dans le délai de prescription, généralement de 3 ans, et ben, je peux ressortir le contrat qui me sert pour le futur, donc si jamais il y a un litige qui apparaît notamment. Donc l'écrit offre un regard par rapport au temps qui est vers le futur. Un peu en fait la définition que l'on avait de la preuve littérale ou des écrits littéraux, donc qui avaient pour but de prouver dans le futur. Le témoignage, ben, c'est dans le sens inverse. Le témoignage, il vient faire état de faits qui sont passés. On fait état de faits passés, c'est-à-dire j'ai vu ceci, j'ai entendu dire cela, j'étais présent quand tel fait est arrivé, etc., etc. Donc le témoignage est vraiment un regard, au contraire, vers l'arrière, vers le passé. Et l'élément matériel, c'est un élément concomitant. C'est un Polaroid d'une situation donnée. C'est voici ce que j'ai eu à un moment T. Voici ce qui permet de faire état d'une situation donnée. Et ça, j'aimerais, disons, que cette répartition des fonctions des éléments matériels que sont l'écrit, témoignage, éléments matériels, j'aimerais en fait les valider par 3 décisions. Alors celle-ci, et puis j'aurais pu vous en citer une douzaine à peu près de décisions. En fait, les juges, puis si vous cliquez, je pense que le lien est actif dans le PowerPoint, vous pourrez voir un blog que j'ai écrit là-dessus, mais parfois les juges vont omettre de qualifier est-ce qu'on est face à un écrit, un témoignage ou un élément matériel. Et dans ce cas-ci, le juge est simplement limité à dire c'est un document technologique. Mais ça ne suffit pas. Rappelez-vous les 2 étapes que l'on voit très bien dans Benisti, c'est d'une part déterminer si c'est un document technologique ou pas, et surtout déterminer quel type d'élément matériel quel type le document technologique présenté est-il un écrit, un témoignage, un élément matériel, et si c'est un écrit, c'est un témoignage, quel type de témoignage. Donc ici, on fait simplement dire que c'est un document technologique, mais on ne dit pas quel type d'élément matériel. Dans les faits, pour ceux que ça intéresse, c'était selon moi un élément matériel, même si ça n'a pas été fait. Et après, ben, vous devez identifier, par exemple, des métadonnées pour déterminer la force probante du document. En l'occurrence, il s'agissait d'une inspection qui avait été faite dans un restaurant. Il y avait des photos qui avaient été prises par les inspecteurs. Les photos étaient contestées. Et les preuves présentées en fait ont été admises, mais simplement le juge dit c'est un document technologique, la loi autorise l'utilisation des éléments technologiques et on en finit là, on admet en preuve les documents. Et alors il a fallu dire c'est un document technologique, ok, c'est un élément matériel, faut qu'il réponde aux conditions de 28, 54 et suivants, et après j'évalue la force probante des documents. Donc, et notamment la question de l'authenticité de ces photos-là. D'où les métadonnées, parce que très souvent dans les photos, il est facile de voir quand est-ce qu'elles ont été prises, par qui elles ont été conservées, etc. etc. Donc ça c'est une première décision, à mon avis le processus n'a pas été suivi, alors c'était avant Benisti, hein, mais même après Benisti en fait on a des décisions qui continuent à oublier la qualification. Donc dans Benisti contre Cloda,
pour la première fois de manière aussi explicite, alors c'est pas la première fois, mais c'est la première fois que c'est de manière aussi explicite, le juge doit faire l'effort et de dire il faut que je détermine quel type d'élément de preuve c'est. Et là, il dit, si le contenu de l'enregistrement et la déclaration d'une personne sur des faits passés, dont elle a eu personnellement connaissance, il s'agit d'un témoignage. Donc elle fait la différence. Et si au contraire, le contenu de l'enregistrement permet plutôt au tribunal de constater un fait documenté par une personne à un moment précis, il s'agit d'un élément matériel de preuve. Et il cite l'article 2854. Ainsi, lorsque l'enregistrement capte un fait contemporain ou sur le vice, il s'agira d'un élément matériel. À titre d'exemple, lorsqu'une personne est enregistrée à son insu durant une conversation téléphonique ou un entretien, on considérera qu'il s'agit d'un élément matériel de preuve, alors qu'une personne qui s'enregistre elle-même et dicte un récit tend plutôt à établir un témoignage. Donc, pour la première fois, il y a véritablement ce rapport au temps est choisi comme élément pour déterminer la distinction entre un écrit, un témoignage, un élément de preuve. Ici, c'était plus entre un témoignage et un élément de preuve. Et donc, c'est le rapport au temps, soit relater des faits passés, soit constater un fait à un moment T, qui fait la distinction donc pour déterminer de quel élément de preuve il s'agit. Vous avez aussi tout récemment une décision, je pense c'était en février ou mars de cette année, Hewlett Packard France contre Matrock Graphic, Cour supérieure, dans une décision en anglais, je vous ai recopié notamment le paragraphe 116, il y avait des documents numériques qui avaient été présentés en preuve, on passe pas beaucoup de temps d'ailleurs pour déterminer si c'est un document technologique ou pas, mais par contre, on dit, sur la base d'une approche fonctionnelle, on va considérer en fait que le document qui a été présenté est un témoignage. Donc, the functional purpose of the proof, distinguishing between its use as testimony as opposed to other purposes has already been recognized by the Quebec Court of Appeal. Et puis là, ça réfère évidemment à Benisti contre Cloda. Donc, dans ce cas-ci, on considérait que les fonctions de la preuve étaient plus de faire état de témoignages de faits passés d'une personne donnée. Donc, il s'agissait, en l'occurrence, d'un témoignage qui devrait être considéré, en l'occurrence, au regard de l'article 2832 du Code civil, c'est-à-dire des autres écrits qui ne sont pas signés, mais qui valent, qui sont dans la catégorie autres écrits, mais qui tiennent lieu de témoignage. Alors voilà cet élément que je voulais vous dire sur cette question fort intéressante qui, je pense, a été précisée avec force par la Cour d'appel dans la décision Benisti contre Cloda en 2018. Merci bien.